C'est la loi sur la fin de vie. Emmanuel Macron va sans doute en faire la grande réforme de cette société de son second quinquennat. Il a annoncé en tout cas hier soir un projet de loi sur l'aide à mourir sous conditions strictes. Ce sont les termes qu'il a employés. Donc ni euthanasie ni suicide assisté, mais une sorte de suicide médicalement assisté avec exception d'euthanasie. On en parle avec nos invités dans un instant, juste après ces explications d'Alexis Vallée. Pour bénéficier d'une aide à mourir, les patients concernés devront être majeurs, subissant des souffrances ne pouvant être soulagées et capables d'un discernement plein et entier, ce qui exclut les maladies psychiatriques ou neurodégénératives comme Alzheimer. Autre condition stricte, être atteint d'une maladie incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité veut aller plus loin en prenant en compte le long terme. Chaque demande devra recevoir l'accord collégial de l'équipe médicale avant qu'une substance létale ne soit prescrite au patient. Il pourra se l'administrer lui-même ou faire appel à un tiers s'il en est incapable physiquement. Pour ce spécialiste des soins palliatifs, cet aspect pose problème. C'est la confusion complète sur le plan de l'intention entre la décision du malade, l'entourage de sa famille, le collège de médecins. On sait très bien que c'est compliqué. En cas d'avis défavorable, le malade pourra s'adresser à une autre équipe médicale ou procéder à des recours. La loi aujourd'hui en vigueur, je vous le rappelle, c'est la loi Claes-Leonetti de 2016 qui autorise, je cite, une sédation profonde et continue. Emmanuel Macron propose donc d'aller plus loin, mais comme pour la PMA en 2021, il faut du temps, un débat dépassionné et serein. C'est aussi ce que réclame Gabriel Attal sur X. Vous allez le voir, un débat apaisé, éclairé, respectueux des positions de chacun. C'est ce qu'il a dit, tout comme le débat public l'a été grâce au comité consultatif national d'éthique et la convention citoyenne. Vous voyez ce long tweet du Premier ministre. On va voir ce qu'en pensent nos invités politiques. Justement, bonjour à vous tous. D'abord, Daniel Simonet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. Vous voyez Daïk Odoui, bien évidemment, qui nous accompagne, notre éditorialiste politique. Et puis, à distance également, nos invités Olivier Falorni, député indépendant MoDem de Charente-Maritime, Yannick Neuder, député Les Républicains des Isères, et Philippe Ballard, député Rassemblement National de l'Oise et porte-parole du RN. Bonjour à vous trois. D'abord, petite réaction rapidement, monsieur Falorni, puisque vous avez porté ce texte, justement, ça fait longtemps que vous l'attendiez, en tout cas, vous vous réjouissez sans doute, j'imagine, de l'arrivée de ce projet de loi dans les semaines, les mois à venir. Oui, je m'en réjouis, c'est d'ailleurs ce que nous avions demandé avec des collègues de tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il faut que nous ayons ce débat à l'Assemblée nationale, plus largement au Parlement. Il a été mené depuis des mois et des mois dans la société, mais aussi au sein de la Convention citoyenne, par le Comité consultatif national d'éthique. Aujourd'hui, il faut véritablement que l'on s'empare du sujet, que l'on regarde la mort les yeux ouverts, comme le disait le président. Et je dois avouer que je me retrouve très largement dans ce qu'il a pu annoncer hier. Il s'agit de développer fortement les soins palliatifs. C'est la réponse primordiale, c'est la réponse principale pour mieux accompagner les malades en fin de vie. Mais il faut pouvoir aussi, dans certaines circonstances, en tant qu'ultime recours, permettre une aide à mourir pour les malades qui n'en peuvent plus de subir une agonie insupportable. Voilà les deux éléments essentiels du texte sur lequel nous aurons à débattre. Et comme l'a dit le Premier ministre, je pense que nous le ferons avec respect des positions des uns et des autres. Daniel Simonet, pour vous aussi, c'est un texte qui était nécessaire. Alors, on n'a pas encore connaissance du contenu du texte, mais après la constitutionnalisation de l'IVG, de l'avortement, c'est pour nous une deuxième victoire idéologique parce que c'est un sujet extrêmement important pour lequel nous bataillons depuis au moins 2012. Et je voudrais aussi rendre hommage à l'association ADMD pour le droit de mourir dans la dignité, qui mène aussi ce combat très fortement. En fait, il faut bien comprendre que c'est notre ultime liberté. Le fait de choisir où, quand, comment nous souhaitons partir, quand finalement continuer de vivre est une souffrance physique et psychologique trop insupportable. Alors maintenant qu'on a dit ça, on n'a pas encore le texte. Nous souhaiterions que ce soit considéré comme un droit.
et d'ailleurs un droit à inscrire dans la Constitution. Le président de la République, lui, parle d'aide à mourir. Ouais. Nous estimions qu'il faut parler de droit, de mourir dans la dignité, et d'une aide active à mourir, et ne pas trop la restreindre. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur des termes euthanasie ou suicide assisté. Exactement. Justement. Il faut arrêter avec cette hypocrisie autour de ces termes-là. Et nous défendons finalement qu'il puisse y avoir une légalisation de l'aide active à mourir, mais qui soit très strictement encadré, parce que vous pouvez, le président de la République semble vouloir réduire aux personnes dont le pronostic vital est engagé. Or, court et moyen terme, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est très ambigu, court et moyen terme. Vous pouvez être dans une situation de maladie incurable, d'avoir une souffrance physique ou même des soins palliatifs ne sont pas suffisants, et vous devez pouvoir exercer votre ultime liberté si les choses sont véritablement bien encadrées. On va y revenir. On va entrer dans le détail. Si vous me permettez, on oppose cette question-là à la question des soins palliatifs. Il faut cesser la casse de l'hôpital public et enfin mettre les moyens aussi sur la question des soins palliatifs, bien évidemment. On va revenir en détail justement sur ce que vous avez déjà commencé d'expliciter, bien évidemment. Mais d'abord, Daï Codouy, je voulais voir avec vous le calendrier, puisqu'on parle de cette loi qui était attendue depuis un moment maintenant. Gabriel Attal l'a précisé, ce calendrier, ce sera donc le 27 mai à l'Assemblée, juste avant les européennes. C'est pas anodin. Non, c'est pas anodin, et je peux pas vous dire comment va être voté ce texte, parce que les grands équilibres, on les connaît. La gauche et l'extrême gauche sont plutôt favorables à légiférer sur la fin de vie. La droite et l'extrême droite sont plutôt réticents à faire évoluer la loi Claes-Leonetti. Mais une fois que je vous ai dit ça, je vous parle pas des individus au sein de chaque camp, parce que c'est très sur personnel. ces questions éthiques, il y a une liberté de choix, une liberté de conscience. Il n'y a pas forcément de consigne des votes. Donc il y a des gens de gauche qui voteront contre et des gens de droite, peut-être, qui voteront pour. Mais en gros, à l'Assemblée, ça passera. Et au Sénat, ça sera contre. Et Emmanuel Macron en est conscient. C'est pour ça que lorsqu'on parlait peut-être de deux projets de loi, l'un sur la fin de vie, l'autre sur les soins palliatifs, il a tout mélangé dans un seul projet de loi. Ouais. Les soins palliatifs, il y a un énorme consensus autour. Oui. Ce sera peut-être une façon d'amener certains qui voulaient voter non à voter oui ou à s'abstenir. Et puis le dernier élément qui peut troubler le jeu, c'est en effet, vous l'avez dit, 2 semaines avant les élections européennes. On a compris qu'après la constitutionnalisation de l'IVG, c'est un signal qu'Emmanuel Macron aussi envoie à l'électorat macroniste de gauche de légiférer sur la fin de vie. Est-ce que ça peut conduire une partie de la gauche à refuser ce texte en voulant offrir une victoire à Emmanuel Macron 2 semaines avant les élections européennes? Voilà, c'est tous ces éléments qui font que je ne peux pas vous dire, à l'heure qu'il est et on ne connaît pas le texte, si ce texte passe ou pas à l'Assemblée nationale et au Sénat. En tout cas, vous l'avez dit, c'est au Sénat sans doute que ça pourrait poser plus de questions, notamment avec les Républicains qui sont nombreux. On va poser la question à Yannick Neuder qui est avec nous, justement, qui représente les Républicains. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce texte proposé pour l'instant dans les grandes lignes par Emmanuel Macron ? Moi, j'en pense, bonjour à tous, je pense qu'il faut pas tout mélanger, qu'il faut pas confondre vitesse et précipitation. Je me pose la question de savoir si c'est l'agenda le plus précis, parce qu'effectivement, quelques jours sur un sujet aussi grave, sur un sujet aussi important, sociétal, ça a été dit, d'ailleurs, on a pas le texte, je rejoins la députée Simonet, nous n'avons pour l'instant pas de texte, mais sur un sujet qui, effectivement, il ne faut pas le nier, il ne faut pas avoir d'hypocrisie, reste un sujet de questionnement. Est-ce que c'est opportun de faire de ce sujet un sujet politicien quelques semaines avant les élections européennes? Et moi, en tout cas, nous sommes relativement défavorables à un sujet, c'est le fait d'avoir tout mélangé. Je crois que le déploiement des soins palliatifs en France reste un véritable problème. Je l'ai beaucoup dénoncé lors du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Il manque de moyens pour les soins palliatifs, puisque 7 patients sur 10 n'ont pas accès aux soins palliatifs. Plus d'une vingtaine de départements en France n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Donc je ne voudrais pas, si vous voulez, qu'on confonde vitesse et précipitation et qu'on nous amène à légiférer, parce que finalement, nous ne savons pas en prendre en charge 2 choses. Les soins palliatifs, conduire convenablement, éthiquement, les patients vers la mort, comme je le fais par exemple dans mon service quand les patients d'insuffisance cardiaque terminale ne trouvent pas de greffe cardiaque et nous les accompagnons, comme par exemple le grand âge où on ne comprend pas cette vitesse précipitation là le 27 avant les élections européennes. En l'occurrence,
Pardon, je me permets d'ajouter que Gabriel Attal doit préciser un texte dans les prochaines semaines, d'ici la fin du mois, sur les soins palliatifs. J'annonce que, c'est ce qu'il a lui annoncé sur Twitter, une stratégie décennale même pour les soins palliatifs. Donc ça veut dire que le sujet, en l'occurrence des soins palliatifs, va être abordé dès la fin mars, donc de manière un peu plus longue, entre guillemets, et en amont surtout de cette arrivée à l'Assemblée en mai prochain. Mais nous l'avons évoqué lors de chaque projet de loi de finances de la sécurité que nous n'avons malheureusement pas voté puisqu'ils sont passés à coup de 49.3, et on ne découvre pas le problème des soins palliatifs. Le manque de moyens sur les soins palliatifs est flagrant depuis bien plus que 7 ans, il manque de la formation, donc il y a une vraie prise en charge, et ce que je ne voudrais surtout pas, si vous voulez, je pense qu'on n'en est pas à dire si nous sommes favorables ou pas favorables, on en est qu'on ne voudrait pas légiférer rapidement parce qu'on n'a pas su donner les moyens aux soins palliatifs, et surtout parce qu'on n'a pas su donner de moyens de financement pour la loi grand âge qui est réclamée par tous les bancs de l'Assemblée nationale depuis plus de 5 ans. Donc il ne faut pas trouver des solutions un peu radicales à la problématique palliatif et d'accompagnement du grand âge qui sont encore là des questions de moyens. Et ne pas confondre vitesse et précipitation. Est-ce que vous partagez ce constat, Philippe Ballard, pour le Rassemblement national? Qu'est-ce qu'il vous inspire, ce texte? Est-ce que c'est un texte que vous pourriez voter, en tout cas dans les grandes lignes, seulement celles qu'on connaît? Non, on n'a pas le texte, vous venez de le rappeler, donc on va le lire attentivement, parce que dans ce genre de texte, comme dans la plupart des textes, évidemment, chaque phrase, chaque mot, chaque virgule compte. Et puis il y aura le texte de départ, il y aura le débat parlementaire avec des amendements, le Sénat va se prononcer, donc il y aura une CMP, donc le texte final ne sera peut-être pas celui qui nous a été présenté, qui nous sera présenté au début. Et puis on peut s'interroger, on ouvre la porte sur quoi? Parce qu'on peut évidemment imaginer que ce texte sera attaqué dans les tribunaux et qu'il y aura des jurisprudences. Mais que c'est quoi votre ligne rouge au Rassemblement national, justement? Non, mais c'est pas une ligne rouge en fait, c'est une ligne verte qu'il faudrait continuer de franchir. On a parlé de la loi Claes-Leonetti, on connaît la formule, la sédation profonde et continue jusque la mort survienne. Et 21 départements n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Les unités de soins palliatifs sont sous-dotées. Et puis il faut aussi écouter le corps médical. Moi j'ai écouté vos reportages sur votre chaîne, j'ai regardé le journal de 13h d'une chaîne du service public, France 2 pour ne pas la nommer, où il y avait des représentants du corps médical, notamment des représentants le responsable des soins palliatifs à l'Institut Curie, qui était non seulement extrêmement réservé, mais qui était plutôt contre cette idée. Voilà, il ne faudrait pas que Monsieur Macron, le président Macron, fasse de la politique sur des thèmes comme l'inscription de l'IVG dans la Constitution, alors que personne ne remet en cause l'IVG en France. Sauf le Rassemblement national. C'est-à-dire le pouvoir d'achat et l'insécurité. En tout cas, vous l'avez dit, Daniel Simonet, tout à l'heure, ce texte, pour l'instant, il y a encore du flou, il y a certaines ambiguïtés, c'est ce que reprochent d'ores et déjà certains politiques, et c'est le cas de Jean Leonetti, qui a justement porté la loi qui a son nom en 2005 et en 2016. L'ancien député des Alpes-Maritimes s'est exprimé à ce sujet ce matin, écoutez. Il dit que c'est ni l'euthanasie, ni le suicide assisté, en réalité, c'est un peu des deux. Et quand on est flou, il y a une difficulté à l'application des lois. Le deuxième point, c'est que la définition de l'action française dans ce domaine va être floue. Aide à mourir. L'aide à mourir, ça peut être interprété comme un suicide assisté, une euthanasie ou bien le développement des soins palliatifs. Voilà, en l'occurrence, donc, pour les hésitations de Jean Leonetti, qui estime pour l'instant qu'il y a encore un peu trop d'incertitude. C'est ça aussi que vous avez peur de l'interprétation qui puisse découler finalement de ce manque d'encadrement pour l'instant? Alors nous, on va sur le court et moyen terme, je rebondis parce que vous en avez parlé tout à l'heure. On va s'impliquer pleinement dans le travail parlementaire en fonction du texte pour garantir ce droit à mourir dans la dignité. Ouais. Et je voudrais quand même rappeler qu'il y a au moins 90% des Françaises et des Français, ce qui est énorme, qui sont favorables à ce que les médecins puissent disposer d'une aide active à mourir. Et quand j'entends qu'il faut surtout pas se précipiter, je dirais mais on est quand même très en retard. Je suis pas pour la précipitation dans ce débat. Il faut donner le temps à ce débat parlementaire. Mais je veux dire, la première loi, Claes-Leonetti, c'est en 2005. Ouais. Vous avez d'autres pays, par exemple, je note les Pays-Bas et la Belgique, ils ont légalisé l'euthanasie en 2001 et 2002. Alors, sachant qu'on n'est pas sur l'euthanasie. Je sais bien. Parce que l'injection du produit létal, c'est par le malade et éventuellement une personne de confiance. Je sais bien, mais donc voyez bien que sur toute l'entièreté du débat, nous avons du retard. Donc nous serons pleinement engagés pour qu'enfin aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible. Et je rappelle que
c'est assez encadré, là, ce que propose Emmanuel Macron. Vous, s'il y a quelqu'un qui dit « j'ai 75 ans, j'ai pas envie de vieillir », je veux mourir. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, je veux dire, attention, racontons pas n'importe quoi. Nous, c'est quand même des choses extrêmement pour les malades incurables également. Que nous demandons. Nous disons qu'il faut qu'il y ait une légalisation de l'aide active à mourir qui soit également encadrée. Nous avions d'ailleurs, avec ma collègue Caroline Fiat, avait porté une proposition de loi en 2017, je crois, sur le sujet, et on disait qu'il s'agissait de limiter donc aux personnes atteintes d'une infection grave ou incurable qui peuvent bénéficier de ces actes. Et pas simplement les personnes dont le pronostic vital est engagé. C'est ça le désaccord que nous avons finalement de la mort. Exactement, car vous avez des personnes dont le pronostic vital n'est pas forcément engagé, mais qui souffrent d'une maladie incurable, avec pour lesquelles même les soins palliatifs ne suffisent pas. Et les soins palliatifs dans ce pays, c'est un vrai problème. Hein. Il y a au moins une vingtaine de départements où il n'y a pas de soins palliatifs. Il y a au moins 30% des personnes qui devraient en avoir besoin, qui n'en ont pas besoin. Enfin bon. Mais voilà, on souhaite aussi que le caractère incurable ou grave de l'affection et l'impossibilité d'en apaiser les souffrances puissent être établis au moins par 2 médecins, parce qu'à chaque fois il faut encadrer les choses. Enfin, on a fait déjà nous une proposition de loi là-dessus. Il s'agit pas de dire Olivier Falorni, pas d'encadrement. Il faut que les choses soient strictes, mais pas d'hypocrisie non plus. Je trouve que là, il faut pas quelque chose totalement au rabais, voilà, sur le sujet. C'est important, c'est un grand sujet. Olivier Falorni, vous êtes toujours avec nous. Cette question du court et moyen terme, c'est une des questions qui peut être un peu ambiguë, un petit peu floue pour l'instant. Qu'est-ce qu'on entend par donc être condamné à mort à court ou à moyen terme? Ça va être l'un des objets de débat. D'abord, je crois qu'il faut rappeler pour nos téléspectateurs que lorsqu'on parle de la fin de vie, comme on le fait en ce moment, on parle de la maladie. On ne parle pas de la vieillesse. Et je vois parfois qu'il y a une confusion qui est opérée. On parle de gens qui sont atteints de maladies graves et incurables, effectivement, qui vont mourir à court, moyen terme, et auxquels on va apporter évidemment le maximum de solutions. La solution primordiale, je l'ai dit, je le redis et je le redis, ce sont les soins palliatifs. Mais il y a des circonstances, malgré tout le dévouement des soignants, où les douleurs sont réfractaires et où finalement la vie n'est plus qu'une agonie insupportable. Et c'est à cela qu'il faut répondre. Et évidemment, je considère qu'il faut des critères d'accès à ce nouveau droit. Les critères, évidemment, ils ont été évoqués sur l'incurabilité, sur la notion de discernement. Et votre question évoque la question du pronostic vital engagé à court et moyen terme. Eh bien, je crois que ça va faire partie des grands enjeux du débat parlementaire. Les grands enjeux, ils seront de 2 ordres. Comment faire pour que ce droit assure l'égalité et que l'effectivité de ce droit soit concrétisée dans le quotidien de nos concitoyens. Et la question du pronostic vital à court et moyen terme va être posée, effectivement, dans le cadre de la loi Claes-Leonetti. La sédation profonde et continue n'est permise que pour un pronostic vital engagé à court terme. Oui. Et il y a eu des débats, et la Haute Autorité de Santé a tranché, au bout d'un certain temps d'ailleurs, trop long, qu'il s'agissait d'un pronostic vital engagé sur quelques jours ou quelques semaines maximum. Je pense que la question va se poser sur la question du moyen terme. Aux États-Unis, ça avait été tranché de manière, j'allais dire, précise, en Oregon notamment. C'était un pronostic vital engagé à 6 mois. Sauf que les médecins vous diront qu'il est extrêmement difficile d'être aussi précis sur un pronostic vital. En revanche, je crois qu'il faut vraiment intégrer le fait que l'aide à mourir devrait être possible lorsqu'on est en phase avancée ou terminale d'une maladie grave et incurable. C'était la formulation de la proposition de loi que nous avons débattue en 2021 et dont l'article 1, qui définissait les conditions dont on parle à la minute même, ont été votés par 83% des députés. On l'a oublié, mais 83% des députés ont voté cet article 1 en 2021 qui définissait le cadre d'accessibilité à l'aide à mourir. Je pense que nous aurons un grand débat sur un certain nombre de notions, comme cette notion de pronostic vital. Mais évidemment, aujourd'hui,
J'entends dire c'est flou. Évidemment, nous n'avons pas le texte, mais nous avons les grandes orientations tracées par le président de la République. Et pour avoir travaillé sur le sujet depuis longtemps, je dois dire que nous avons fait un grand pas aujourd'hui sur le chemin d'une ultime liberté telle que je le souhaite. L'un des points de crispation, bien évidemment aussi, de ce futur texte à débattre, c'est qui doit injecter le produit létal. Pour l'instant, c'est donc le patient, selon ce qu'a proposé Emmanuel Macron, un membre du corps médical ou une personne volontaire qui l'aura désigné. Philippe Ballard, je voudrais vous entendre sur cette question. Pardon, Yannick Neuder, même parce que vous êtes cardiologue, donc vous êtes au quotidien confronté peut-être à ce genre de questions. C'est une décision qui est difficile à prendre, même pour un médecin, d'injecter un tel produit. Fort heureusement, il y aura cette ligne rouge qui est la clause de conscience. Et ça peut faire consensus qui injecte le produit létal ? Ce qui peut d'abord faire consensus, et pour répondre à ce que a dit Madame Simonet, c'est que je pense que mourir dans la dignité, je crois que c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble de l'Assemblée, l'ensemble des bancs, mais surtout par l'ensemble de la population. Donc tout le monde veut pouvoir mourir dans la dignité quand malheureusement ça sera le moment de mourir. Donc je crois que ce sujet, n'en faisons plus un sujet. Il n'y a pas des gens qui veulent mourir dans la dignité et d'autres qui ne veulent pas. Tout le monde veut. Maintenant, le rôle du législateur, c'est de préciser ces conditions. Et quand je dis vitesse et précipitation, c'est pas qu'on s'entende bien, c'est pas une hypocrisie pour dire qu'on ne découvre pas le sujet. Je dis juste qu'il faut pas tirer des conséquences trop hâtives, puisque finalement, qu'est-ce qui répond à la grande question de mourir dans la dignité ? C'est une excellente prise en charge dans les soins palliatifs. Et quand vous savez que 7 malades sur 10 sont privés de soins palliatifs, on peut s'autoriser à penser que donc ils ne meurent pas dans la dignité. Philippe Ballard, justement, je voudrais vous entendre là-dessus aussi. Pour vous, les soins palliatifs, ça fera consensus et puis on va devoir débattre du reste. Eh bien, moi, je pense qu'effectivement, sur les soins palliatifs... on va entendre Philippe Ballard, excusez-moi. Non, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, vous me disiez est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Moi, je vous parlais d'une ligne verte à franchir. C'est doter l'ensemble des départements, offrir à l'ensemble des Français qui sont en fin de vie cette possibilité d'être couverts par la loi Claes-Leonetti. Moi, je suis pas médecin, mais j'ai écouté les médecins depuis hier s'exprimer et j'ai franchement l'impression qu'une grande majorité s'oppose à ce qui, pour certains, et c'est pas forcément l'expression que je reprends, mais pourrait apparaître comme une dérive. Donc, écoutons le corps médical et sachons mettre le curseur au bon endroit. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, si vous le pouvez, juste un petit instant, 15h32 sur France Info, c'est l'essentiel de l'actualité. Les recherches se poursuivent. 110 pompiers, 120 gendarmes restent mobilisés alors que le bilan des crues est désormais de 4 morts dans le Gard après la découverte du corps d'un homme. On ne sait pas encore s'il s'agit de celui du père de famille porté disparu depuis samedi soir avec ses enfants de 4 et 13 ans. Moi, je trouve c'est effroyable quand même, parce que bon, en tant que moi, déjà maman, honnêtement, j'aurais toujours l'espoir qu'on retrouve mes enfants, quoi. La colère des agriculteurs n'est visiblement pas éteinte. À Bordeaux, encore une action menée par certains d'entre eux. Ils étaient plus d'une centaine venus de Gironde, du Périgord et du Lot-et-Garonne et se sont donné rendez-vous devant le bâtiment de la région à l'appel de la coordination rurale. Du fumier et des pneus ont été déversés. Quelques heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Faut arrêter, on ne peut plus, toutes ces contraintes, on n'en peut plus. Tout ça, c'est encore des cahiers des charges supplémentaires, c'est encore des contraintes environnementales, contraintes sur sociales. C'est insupportable. L'audition aujourd'hui de Monique Olivier, ex-épouse de Michel Fourniret, entendue plus de 30 ans après dans l'affaire de la disparition de Lydie Loger dans l'Orne. C'est le pôle Cold Case de Nanterre qui a repris le dossier. Monique Olivier est déjà condamnée à 2 reprises à la prison à perpétuité. Elle est mise en examen dans ce dossier pour complicité de séquestration et enlèvement suivi de mort. Et puis l'image symbolique du drapeau de la Suède, hissé en fin de matinée au siège de l'OTAN, épilogue d'un long parcours de 2 ans pour ce pays devenu officiellement jeudi le 32e membre de l'Alliance Atlantique. Un événement historique et donc au lourd symbole. Lorsque le président Poutine a lancé son invasion massive il y a 2 ans, il voulait moins d'OTAN et plus de contrôle sur ses voisins. Mais il a échoué. L'OTAN est plus grande et plus forte.
On continue de parler de cette proposition d'Emmanuel Macron sur la fin de vie. Il a donc parlé hier d'une aide à mourir sous conditions strictes. C'est une sorte finalement de suicide médicalement assisté avec exception d'euthanasie. C'est compliqué, évidemment les conditions, on en a déjà parlé. On va parler aussi des lignes rouges. On parlait de qui doit injecter le produit létal par exemple. Pour l'instant, s'il le peut et qu'il a son discernement, c'est le patient, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, ou un membre du corps médical si le patient ne peut pas, ou une personne volontaire qu'il aura désignée. En tout cas, c'est évidemment une décision très difficile à prendre, également pour les médecins. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'Antoine Mesnier, qui est médecin atteint de la maladie de Charcot et qui a lui-même aidé à euthanasier l'un de ses amis. Écoutez, il était invité de Télématin. Ouais. Légalement, vous ne pouvez pas le faire. Et en fait, j'ai respecté la loi Leonetti au départ, où il ne se soignait pas. En un mois, il pourrissait de partout. Pourrir, c'est le mot pourrir. J'ai vu l'agonie affreuse quand un homme a vécu grâce à ses muscles et qui meurt à cause de ses muscles. Décidé. Et un jour, j'étais à Paris justement, j'étais voir un match de rugby. Je suis rentré, et puis là, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'assume complètement, mais qu'ils me mettent en prison aujourd'hui, je suis déjà prisonnier dans mon corps, donc tout va bien. Et à ce moment-là, moi, je l'ai fait parce que j'avais fait une promesse, je voulais à tout prix le faire. Le problème qu'il y a, c'est que pendant 18 mois après, je suis allé voir un psy. Yannick Neuder, on en a parlé tout à l'heure justement, un député Les Républicains de l'Isère, vous êtes cardiologue, vous entendez, vous comprenez ce témoignage, évidemment, il est très fort. Donner la mort, ça va à l'antithèse de ce qu'on vous demande de faire en tant que médecin. Cette clause de conscience, c'est évidemment la ligne rouge du président. Qu'est-ce qu'il vous inspire, ce témoignage qu'on vient d'entendre ? Moi, je pense qu'on n'a pas entendu la fin, mais quand le collègue médecin dit que dans 18 mois, il va voir un psychiatre, c'est que je pense que quelque part, ça lui pose question son geste. Donc je crois que naturellement que la clause de conscience sera une ligne rouge phénoménale. On rappelle quand même qu'il y avait eu la mobilisation depuis 800 000 soignants qui n'étaient pas favorables à ce suicide actif et à cette euthanasie. Et je pense qu'il faut savoir entendre ces soignants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas avancer sur la loi Claes-Leonetti si effectivement on discerne des situations qui sont encore une fois pas prises en charge par les soins palliatifs. Mais je crois que ça serait une grave erreur au nom de la vitesse, de la précipitation d'un contexte préélectoral que de finalement pousser les soignants qui sont dans les soins palliatifs à changer de métier. Nous avons absolument besoin des soignants et je pense que d'une façon générale en France, l'offre de soins jusqu'au bout de la vie, et on voit bien que conduire les patients malheureusement à la mort, on a besoin de tous les soignants, donc il faut savoir écouter et il faut qu'on arrête de maltraiter les soignants, de passer au-delà de leur point de vue, parce qu'on tape pas sur ces équipes avant de partir à des bagarres qui sont l'offre de soins ou de lutter contre la mort qui n'est pas dans la dignité. Donc on a besoin de tout le monde, il faut écouter tout cela. Des soignants seront favorables, c'est quelque chose un peu comme l'interruption volontaire de grossesse. Oui. Il y a des soignants qui sont favorables, d'autres qui s'y refusent. En tout cas, l'erreur, ce serait de ne pas tenir compte des soignants dans ce sujet-là. Olivier Falorni, vous l'avez dit, finalement, ce texte, en tout cas tel qu'il est, pour l'instant, ce projet de loi tel qu'il a été décrit par Emmanuel Macron, il est un peu comme celui de l'État de l'Oregon aux États-Unis, qui est en place depuis 1997. Donc avec ces deux lignes rouges, la clause de conscience pour les professionnels de santé, bien évidemment, et une traçabilité de A à Z. C'est très important pour trouver un compromis sur ce texte. Oui, alors je voudrais apporter deux précisions. D'abord, Antoine Mesnier, dont vous avez diffusé le témoignage, effectivement, il explique la difficulté psychologique qu'il a eue de faire des aides à mourir clandestines. Mais Antoine Mesnier, il est médecin, il est atteint de la maladie de Charcot, et c'est un militant farouche d'un droit à l'aide à mourir. Donc je voudrais quand même le préciser, il souhaite une loi, et il souhaite une loi sur l'aide à mourir. Et puis par ailleurs, Yannick Neuder a eu l'honnêteté de le dire, il y a des médecins qui sont contre, des médecins qui sont pour. Il n'y a jamais eu de pétition de 800 000 soignants. Hein. C'est 13 organisations qui ont signé une pétition, jamais 800 000 soignants. Donc soyons honnêtes, soyons précis, comme l'a été mon collègue. Il y a une diversité de points de vue dans le corps médical. Alors après, sur le texte, non, on n'est pas sur le même schéma que l'Oregon, parce que l'Oregon ne permet pas l'intervention d'un tiers. C'était une de mes inquiétudes, c'est-à-dire qu'à conditions égales, on puisse assurer l'égalité. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, atteint de la maladie de Charcot, qui ne pourrait plus faire le geste lui-même, aux États-Unis, ne serait pas en mesure d'être assisté par un tiers. Et en l'occurrence,
un médecin ou un infirmier, selon la proposition de loi que j'avais défendue. Donc il y a évidemment cette nécessité d'égalité d'accès en fonction des conditions, et ça ça participe de ce modèle français qui considère que l'aide à mourir doit évidemment au premier abord être faite par le malade lui-même, mais si il n'est pas en capacité de le faire, d'être assisté par une personne de son choix. Et puis par ailleurs, il y a la clause de conscience que vous évoquez, qui est fondamentale, comme pour l'interruption volontaire de grossesse, et c'est bien la force de ce texte. C'est un texte qui respecte la conscience de tout le monde, les convictions de tout le monde. Et évidemment qu'un médecin, un infirmier qui ne voudra pas procéder à ce geste ne le fera pas. Simplement, il devra transmettre à un de ses collègues la demande formulée par le malade. Daniel Simonet, je vous ai vu acquiescer. C'est important pour vous que chaque malade puisse prétendre justement à cette aide à mourir et que s'il ne peut pas lui-même s'injecter ce produit létal, un tiers puisse le faire. Tout à fait, un tiers de son choix. C'est vraiment, comment dire, il faut comprendre que c'est l'égalité d'accès. C'est une question fondamentale pour nous d'égalité d'accès, et nous souhaitons que dans le débat, on puisse parler de droit. Et vous savez, c'est un droit, si vous le reconnaissez à toutes et tous, vous ne l'imposez pas à chacun. On sait que c'est une question extrêmement délicate, extrêmement difficile, le fait de mettre en place, non pas une aide à mourir comme le souhaite le président de la République, mais nous souhaitons plutôt une aide active à mourir, parce qu'il faut reconnaître parfois la nécessité justement de ce mot actif entre les deux. Cette aide active à mourir, elle peut heurter certains en fonction de leurs convictions spirituelles. Mais c'est un droit qu'ils ne sont pas obligés de s'imposer à eux-mêmes, mais qu'ils doivent respecter à autrui, et qui constitue l'ultime liberté. Donc c'est vraiment une question pour moi philosophique, humaniste, et à laquelle nous sommes très attachés depuis plus d'une dizaine d'années, plus d'une quinzaine d'années, nous militons pour cela. Et donc j'espère que le débat en avril, enfin à partir d'avril prochain, ce sera pas avant, va nous permettre pleinement à l'Assemblée nationale de pouvoir développer l'ensemble de nos arguments pour qu'on ne le limite pas, pour que même s'il doit être strictement encadré, il coïncide bien à un droit supplémentaire, et qu'on parle bien d'aide active à mourir. Et Philippe Ballard pour le Rassemblement national, est-ce que sur cette aide à mourir, eh bien, vous pouvez trouver un consensus et voter un tel texte ? Non, mais on va commencer par le commencement. Encore une fois, je pense que les débats parlementaires, en tout cas en ce qui concerne notre groupe, on mettra en avant le renforcement des moyens pour appliquer la loi Claes-Leonetti, puisqu'il y a, rappelons-le, encore une fois, 21 départements où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Donc on commence par le début. Puis après, la deuxième question, c'est... Ça veut dire que vous, pour l'heure, vous n'avez pas envie de voter un tel texte, c'est ça que vous nous dites ? On va déjà regarder le texte tel qu'il est. Parce oui, mais on connaît quand même les grandes lignes. On est sur le principe général. Vous êtes contre le principe ? Vous le savez très bien, un débat parlementaire, il y a des amendements qui sont déposés. Suffit que le Sénat ne vote pas dans les mêmes thèmes. C'est la question qu'on vous pose, hein, justement. C'est sur les termes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Est-ce que vous le voteriez ? Non, parce qu'on vote pas sur un texte d'une interview du président de la République. Franchement, ça n'a pas de fond. Un texte de loi, on peut être en accord avec une philosophie générale. Virgule. Mais encore une fois, nous, on est pour le renforcement de la loi Claes-Leonetti, car il y a une injustice terrible. Donc vous êtes contre le droit de mourir dans la dignité ? On ne peut pas avoir les mêmes droits en fonction de l'endroit où l'on se trouve sur le territoire national. C'est tout simplement insupportable. Et puis,